Les particules du milieu interstellaire sont constituées de 90% d'hydrogène et 10% d'hélium. On y trouve également des traces d'autres éléments et d'infimes poussières. L'existence du gaz et de la poussière est évidente lorsqu'on regarde la Voie lactée. Dans la bande d'étoiles qui se trouve en lisière de la vision que nous avons de notre galaxie depuis la Terre, les espaces sombres semblent vides. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Ces espaces ne sont pas dépourvus d'étoiles. En fait, il y a de la poussière entre nous et les étoiles lointaines et cela bloque la lumière. Nous ne les voyons qu'en ombre chinoise. Les sombres couloirs de gaz et de poussière nous montrent où le milieu interstellaire se rassemble pour former les nébuleuses dans leur stade premier. Nous voyons ces nébuleuses obscures comme des ombres sur l'arrière-plan étoilé. La nébuleuse du Serpent est à 650 années-lumière et elle est large d'environ 3 années-lumière. Il y a encore plus sombre, Barnard 68, qui porte le nom d'Edward Emerson Barnard, l'astronome qui l'a découverte. Les nébuleuses de ce type sont assez profondes pour cacher la lumière des étoiles, mais les gaz et les poussières qu'elles contiennent sont très légers, jusqu'à ce que l'œuvre de la gravitation ne s'accélère. La gravitation est une force d'attraction. Par conséquent, des amas de gaz, quelle que soit leur rareté, sont attirés par la force de gravitation pour obtenir un amas de matériaux nucléaires qui va se condenser sous forme d'étoiles. Quand la gravitation commence à comprimer les gaz, la température augmente jusqu'à atteindre celle des étoiles. Les nouvelles étoiles naissent, éclairant ce qui les entoure d'une lumière colorée. Les nébuleuses sombres qui restent se détachent par contraste. Comme pour les nébuleuses brillantes, leurs formes sont à l'origine de leur nom. La nébuleuse de la trompe d'éléphant, la nébuleuse du cône et la nébuleuse de la flamme, dans laquelle des zones sombres et lumineuses créent l'une des images les plus théâtrales que nous offre le ciel. Les couleurs éclatantes des zones où se forment les étoiles viennent des gaz nébulaires qui sont excités par des radiations invisibles d'ultraviolet en provenance de nouvelles étoiles voisines chaudes. La lumière ultraviolette de ces étoiles arrache sur leur passage les électrons de gaz. Ces électrons flottent durant des jours ou des semaines, puis ils trouvent finalement un proton nu ou un autre noyau chargé positivement, entrent en orbite avec lui et émettent alors de la lumière. À l'université de Rochester, l'astronome Adam Frank compare l'excitation du gaz dans une nébuleuse à un match de basketball. Le basketball est une très bonne comparaison, bien que terrestre, pour comprendre ce qui se passe dans une nébuleuse. Sur le terrain, on a Rochester qui joue contre l'université de New York. Les joueurs sont comme les étoiles, au centre d'une nébuleuse. Lorsqu'il se passe quelque chose d'excitant, on peut voir la foule s'animer. Le public se lève, encourage les joueurs, ils émettent de l'énergie. Dans ce cas, c'est une énergie sonore. Dans une nébuleuse, c'est une énergie lumineuse. C'est exactement la même chose qui se produit lorsqu'un électron est arraché d'un atome. Il flotte pendant un moment, puis trouve un autre atome avec lequel se recombiner, et il émet alors de l'énergie. Quand de nouvelles étoiles naissent dans des nébuleuses, elles relâchent parfois des jets spectaculaires. Celui-ci est long de 5 milliards de kilomètres. Ces jets sont des nébuleuses en eux-mêmes, générées par des nuages de gaz et de poussière en orbite et qui envoient du matériel dans de jeunes étoiles. À cause de la rotation, cela forme d'abord un disque d'accrétion qui est un peu comme un frisbee tournant autour de la jeune étoile qui la nourrit et la construit. Maintenant, il y a toujours des champs magnétiques dans tout ce gaz. Et pendant que le disque tourne, le matériau se charge dans les lignes de champ. Il tourne et ensuite il est éjecté dans l'espace. Parfois, les lignes de champ sont courbées autour d'un jet lumineux et créent une colonne de jet vraiment solide. À côté des jets stellaires, les nébuleuses galactiques produisent une grande variété de bulles, d'ondes de choc, de piliers et même de montagnes. On les appelle les montagnes de la création. C'est une nébuleuse souvent comparée aux célèbres piliers de la création, mais en fait, elles sont 10 fois plus grandes. Elles mesurent 70 années-lumière de large. Mais cette image, prise en lumière visible, montre qu'elles sont subtiles en apparence.
Mais voyons ce qui se passe quand nous regardons l'image prise par le télescope spatial Spitzer, qui les voit avec une lumière infrarouge. La lumière infrarouge est une lumière dont la longueur d'onde est légèrement plus élevée que celle de la lumière visible. Elle est émise par des objets qui sont chauds mais pas très brûlants, comme nous par exemple. Étant donné que la lumière infrarouge est émise par tout ce qui est chaud, on l'utilise souvent pour détecter la chaleur. Grâce à des appareils sophistiqués, chaque température est détectée comme une couleur infrarouge que nous ne pouvons pas voir. Ensuite, tout cela est transposé en couleur visible que nous pouvons voir. C'est de cette manière que les infrarouges peuvent se servir de la chaleur du corps pour nous montrer des astronomes amateurs qui travaillent dans l'obscurité de la nuit. Autrement, nous devrions allumer une lumière pour les voir. Dans l'espace, les mêmes principes s'appliquent. Voici la nébuleuse de l'Aigle en lumière visible. Mais le télescope à infrarouge Spitzer la voit d'une façon toute différente. Elle dévoile une région de poussière extrêmement chaude que l'on aperçoit ici en rouge. Qu'est-ce qui mène la poussière à une telle température? Les étoiles de la nébuleuse? Non, elles ne sont ni assez lumineuses ni assez chaudes. Mais peut-être une explosion de supernova. Ou peut-être la mort violente d'une étoile. Une supernova pourrait envoyer une onde de choc massive qui aurait un profond impact, parce que la nébuleuse de l'Aigle abrite les piliers de la création. Pour les piliers, ce n'est pas une bonne chose. Parce que ce qui risque d'arriver, c'est que l'onde de choc de la supernova, qui est produite par l'étoile en train d'exploser, va tôt ou tard les heurter. Et quand elle les atteindra, elle va les pulvériser et ils seront détruits. Ensuite, elle laissera les étoiles qui forment les piliers derrière elle. Mais tout ce gaz et cette poussière et ces formes magnifiques semblables à des piliers disparaîtront simplement. La lumière infrarouge qui dévoile le destin des célèbres piliers n'est qu'un des outils dont disposent les astronomes. Mais les nébuleuses peuvent être vues par quantité de moyens lumineux qui soulèvent les voiles qui garderaient autrement leur secret dissimulé à jamais. Dans un univers rempli de lumière, les astronomes ont appris à regarder les étoiles en analysant cette lumière par différents moyens, comme les images infrarouges du télescope spatial Spitzer. L'infrarouge n'est qu'une zone du spectre électromagnétique qu'on utilise pour mesurer la longueur d'onde de toutes les sortes de radiations. À une extrémité, il y a les ondes radio qui sont les plus longues, et à l'autre, les rayons gamma qui sont les plus courts. Entre les deux, il y a les autres longueurs d'onde, parmi lesquelles la lumière visible, qui est une fraction tellement infime qu'il est difficile de l'imaginer. Quelle est la taille du spectre visible? Admettons que nous ayons un film qui représente la totalité du spectre électromagnétique et qui s'étendrait sur 3800 km de la Californie à l'Alaska. La section du spectre visible tomberait quelque part au milieu, près de l'Université de Washington. Ce photogramme représente la totalité du spectre visible. Il fait partie d'une bande de 3000 km de long et c'est tout ce que l'être humain est capable de voir. L'importance de ce photogramme, c'est que les étoiles émettent presque toute leur lumière dans cette partie du spectre. Et même si la lumière est visible, elle contient malgré tout des outils cachés qui nous aident à explorer les nébuleuses, par des moyens dont nos yeux ne disposent pas. Le secret en est dans le spectre même. La lumière visible dans cette lampe vient du gaz d'hydrogène, qui, excité par l'électricité, forme un plasma brillant, semblable à ce qui se passe dans une nébuleuse. En regardant la lampe à travers une grille de diffraction, nous pouvons disperser la lumière en 3 lignes proches du spectre, une empreinte virtuelle unique de lumière pour l'hydrogène seul. Dans le spectre, on voit 3 images. L'une est rouge, l'autre est bleu clair et la troisième bleu foncé. Ce modèle de longueur d'onde n'appartient qu'à l'hydrogène. Et il n'y a aucun moyen de confondre l'hydrogène dans le spectre d'une nébuleuse avec un autre élément. C'est comme la foule dans notre partie de basket.
La masse des encouragements est produite par chaque supporter individuellement, avec sa voix particulière. Mais vous pouvez les entendre chacune clairement si vous avez les moyens de les isoler. Isoler les lignes spectrales particulières de chaque élément à l'intérieur d'une nébuleuse a permis aux astronomes de créer des images qui font vraiment d'elles les attractions touristiques de notre galaxie. En utilisant ce qu'on appelle les filtres à bande étroite, qui correspondent aux lignes isolées, les astronomes nous ont montré une autre façon de voir les choses que nous ne pouvons voir par nous-mêmes. Quand le télescope Hubble a photographié les piliers de la création, il a utilisé un filtre pour isoler la ligne rouge la plus lumineuse de l'hydrogène, un autre pour isoler la ligne encore plus rouge du soufre, et un troisième pour capturer la ligne bleu-vert de l'oxygène. Le spécialiste de l'image Zoltan Löwe assemble tout cela pour composer une image qui révèle davantage que la somme des éléments. En prenant des images d'une nébuleuse à travers un filtre qui isole la lumière d'un élément particulier, nous voyons comment cet élément est distribué à travers la nébuleuse. Mais plus largement, nous voyons comment les conditions physiques varient dans cette nébuleuse. Si les véritables couleurs de l'hydrogène, de l'oxygène et du soufre étaient combinées, les images des piliers ressembleraient à quelque chose comme cela. Mais l'équipe Hubble transpose chaque élément en une des couleurs primaires de la lumière. Le bleu-vert de l'oxygène est assimilé au bleu, le rouge de l'hydrogène au vert. Et le soufre, semblable à l'hydrogène sur le plan de la couleur, est assimilé au rouge. Parfois appelée fausse couleur, l'image est une meilleure vision de la réalité matérielle. Je parlerai de couleurs représentatives. De la façon dont nous avons construit cette image, les couleurs peuvent ne pas apparaître semblables aux couleurs que nous verrions si nous regardions cela simplement avec nos yeux ou à travers un télescope. Mais elles représentent les processus physiques qui sont à l'œuvre. Les filtres hydrogène-oxygène-soufre combinés de cette façon sont connus sous le nom de palette Hubble et sont largement utilisés pour photographier toutes sortes de nébuleuses. Cela nous montre non seulement le chaos de couleurs des nébuleuses, mais aussi les images étonnantes des lieux où meurent les étoiles. Ces joyaux magnifiques et complexes qui marquent dans le cosmos la disparition d'étoiles sont les nébuleuses planétaires, un terme adopté en 1784. Les nébuleuses planétaires sont des objets qui n'ont rien à voir avec les planètes. Elles tiennent leur nom de William Herschel, qui, observant pour la première fois une nébuleuse planétaire à travers un télescope, a vu qu'elle était ronde, de couleur verte, et elle lui a rappelé la planète Uranus. Le bleu-vert de l'oxygène et les rouges de l'hydrogène dominent les photos en couleur des nébuleuses planétaires. La nébuleuse de l'Anneau en est un parfait exemple. Elle est à 2300 années-lumière de la Terre et mesure 1,3 années-lumière de diamètre. Elle est considérée comme le prototype des nébuleuses planétaires. Mais la forme de la nébuleuse de l'Anneau est simple comparée aux autres nébuleuses planétaires. Il est étonnant de réaliser que des phénomènes comme celui-ci accompagnent quasiment la mort de chaque étoile dans le cosmos, y compris celle du Soleil, dans environ 5 milliards d'années. Le destin du Soleil est de gonfler à la toute fin. Il remplira la moitié du ciel. Quand il se couchera à l'ouest, une autre partie se lèvera à l'est, et tout le ciel sera rempli de cet objet rouge lumineux qui nous cuira comme une porcelaine. À ce moment-là, l'intérieur de l'étoile deviendra terriblement instable. Il se secouera, il se fendra, et la surface disloquée pourrait être projetée dans l'espace. C'est comme si une étoile éternuait.